Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir chez moi, encore une fois, Adrien, fondateur de l'Uni. Salut Adrien. Salut Yacine, merci pour ton invitation. Écoute, merci pour les 5 étages, j'espère que c'était pas trop physique. Ça fait travailler un peu le cardio. Plaisir. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement, et c'était un peu le contexte, qu'est-ce que c'est l'Uni ? Alors l'Uni, c'est donc un studio qui fabrique des brands de consumer. Donc voilà, avec comme point d'entrée le mobile. Donc c'est pour éviter de dire oui, on fait des applications mobiles, parce que c'est vrai que souvent on fait la confusion, on dit oui, l'Uni est une agence, l'Uni est un éditeur multi-app. Non, nous on crée vraiment en fait des marques à part entière. Donc voilà, comme on l'a fait sur plusieurs thématiques, comme le bien-être, comme la créativité ou la productivité. Ok. Vous avez, si je peux nous donner 2-3 chiffres là, qu'on se rende compte un petit peu, ça fait 3 ans que vous l'avez créé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc ça a été créé il y a 3 ans. Il y a eu plus de 100 millions de téléchargements. On fait à peu près Quelle modestie, 150 000 téléchargements par jour, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup voilà, ça dépend un peu les périodes. Vous avez créé combien il y a combien d'apps qui en sont sorties ? Sur la ville de l'Uni, on va dire qu'il y en a eu une trentaine. Il y en a beaucoup qu'on a killé. On a fait beaucoup d'expérimentations. Il y a des moments où on s'est un peu lancé sur des thématiques qui nous intéressaient pas forcément, des thématiques qui étaient pas forcément légales, enfin pas mal de choses. Et là, de façon active, on a 5 ou 6 apps qu'on maintient et sur lesquelles on travaille au quotidien. Bon, on en reparle juste après. Juste pour présenter un petit peu, il y aura quand même une première partie. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Et puis après, on va faire un deep dive sur l'Uni. Et ensuite, je te ferai chier avec mes 3 dernières questions. Pas de souci, je suis là pour ça. Je sens que tu n'as pas les réponses, mais c'est pas grave. Fallait les envoyer avant. Non, c'est le but. On est authentique et sans langue de bois, comme je dis dans l'intro. Non, mais pour parler un petit peu de ton parcours, première question. T'as school dropout, donc tu n'as pas terminé tes études. Raconte-moi un petit peu comment ça s'est fait et pourquoi. Non, c'est ça. Donc, je me suis mis dans le monde de l'entrepreneuriat assez jeune. En fait, dès l'âge de 12 ans, dès que j'ai eu mon premier ordinateur, j'ai été complètement passionné. Donc, je me suis T'es de quelle année qu'on se rende compte un peu ? 92. Ah, ça va. Et du coup, voilà, j'ai commencé à bidouiller, m'intéresser à tout ce qui était hacking, m'intéresser à tout ce qui était programmation. Donc, mais sans pour autant vouloir être développeur. C'était plus un hobby, c'était plus une passion. J'ai continué collège, lycée, mais c'était j'ai jamais su. Tu voulais faire quoi à l'époque ? Je sais pas. En fait, j'ai jamais su le métier que je voulais faire. Ok. Tu savais que ça allait graviter autour de la tech. Oui et non, pas forcément. Bon, après, forcément, quand on est en école primaire, on va être pompier et tout, mais vraiment, c'est un peu la question. Quand il a fallu vraiment réfléchir au choix d'études et tout, qui devait être en fonction du métier qu'on voulait faire, j'étais capable de répondre. Okay. Donc, de façon assez classique, j'ai fait un bac S. Ensuite, j'ai attaqué un DUT SRC, donc ça n'existe plus d'ailleurs. C'est quoi CRC ? C'est service réseau et communication, donc il y a beaucoup de choses, ça tourne autour du multimédia grosso modo. Donc il y a à la fois du dessin, de l'audiovisuel, de la programmation et tout, mais plus parce qu'à l'époque j'étais intéressé par tout ce qui était audiovisuel. Okay. Voilà, mais parce que sans grande conviction, je me suis dit tiens, c'est toute ma vie, j'étais un peu suivi par les choses qui avaient l'air cool. Et là, à cette époque, je trouvais l'audiovisuel cool, donc j'ai suivi cette formation pour ça. Fallait faire un choix, quoi. Voilà, c'est ça. Et à la fin des 2 ans de DUT, je me suis dit bon, en fait, c'est pas du tout la branche vers laquelle j'ai envie de me diriger. Du coup, pendant toutes ces années, j'avais continué à coder. Donc, l'idée après, c'était d'attaquer une école d'ingénieur. Juste, tu codais quoi ? Essentiellement des sites internet. Ok. Voilà. T'as un petit blog là qu'on peut retrouver ? Ah, j'ai effacé toutes les traces. Je suis allé, il y a encore des choses c'est un peu sur archive.org et tout, mais bon voilà, c'était pas mal de sites autour du hacking. Il y a eu des sites autour de World of Warcraft, il y a eu des sites, pas mal de choses de geek en fait. C'était un gamer aussi Pas du tout, non plus. En fait, je jouais à World of Warcraft juste pour pouvoir monter mes propres serveurs privés et faire un peu ce que je voulais sur les serveurs, quoi.
avoir tous les droits. Ok. Je voulais être le CEO de mon serveur à l'époque. Ok, bah déjà l'entrepreneuriat quoi. Voilà, c'est ça, mais j'étais pas du tout gamer, j'ai jamais été gamer, ce qui dénote un peu avec mon parcours après. Ouais, bah clairement. Ça, on va pas le dire du coup. Ouais. Oui, c'est venu après, on va dire, on va le présenter comme ça. Et du coup, après le DUT, on avait un stage de 3 mois à faire. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais coder, donc trouve un stage dans le développement, sans toujours pour autant vouloir en faire mon métier. Là, j'avais envie un peu d'aller à Paris, parce que c'est vrai que, moi, j'ai fait mes études dans le sud de la France, et c'était beaucoup des agences ou la mairie, enfin, c'était... T'es d'où à la base, toi? J'ai beaucoup déménagé, mais c'est vrai que la majorité de mes études, je les ai passées dans le sud-est. Okay. Mais sinon, je suis né à Lyon, j'habite en région parisienne, j'habite en Guyane, un peu dans toutes les régions françaises, quoi. Ok. Et du coup, donc j'ai attaqué, j'ai trouvé un stage en tant que développeur iOS à Paris. C'était à la base un stage de 3 mois, donc je découvrais un peu le monde des startups. Je ne savais pas ce que c'était. Juste, tu me dis développeur iOS, on est en quelle année là? On est en 2012, donc c'était les débuts. L'iPhone c'est 2007. Dans ces eaux-là, l'App Store ça arrivait un peu après, je crois que c'est 2009. Ok. Donc c'était le tout début de l'App Store, donc c'était un peu... c'était les premières années où c'était assez accessible. Okay. Enfin, accessible entre guillemets, parce qu'à l'époque, on était quand même réticents à payer 99 € une licence de développeur. Il fallait un Mac, c'était pas aussi populaire. Moi, j'avais une machine virtuelle sur mon PC, donc pour compiler, c'était un enfer. Ok. Et du coup, j'avais réussi à monter une petite app qui m'a permis de passer des entretiens d'embauche à Paris et de trouver un job. Donc, je connaissais pas... C'était pour un blog qui s'appelait Spion à l'époque, donc c'était des vidéos drôles. Ok. Et voilà, on était allé voir donc avec un ami qui est maintenant lead iOS chez Looney. Donc on se suit depuis. On avait contacté donc ce blog qu'on suivait et on s'est dit vas-y, on te fait une app gratuitement, on veut juste avoir une app dans notre portfolio pour aller chercher des stages, pour aller chercher des choses intéressantes, quoi. Ok. Donc voilà, et puis c'est cool, ça nous a ouvert plein de portes. Et la porte de ce stage, donc qui était dans une startup qui s'appelait AppTurbo, okay. Donc qui était une boîte un peu marketing qui permettait en gros de pousser d'autres applications. C'était de la promotion d'applications, donc c'était tous les jours il y avait une application payante qui passait gratuit. Okay. On poussait à la communauté et ça permettait à cette application de gagner énormément. Donc c'était vraiment dans le monde des apps. Enfin, de la gros hacking ou Oui, c'était une source de trafic à l'époque, hein. Okay. Donc voilà, parce que c'est vrai que sur l'App Store, les rankings étaient très présents. Et donc quand t'étais numéro 1 de l'App Store, t'avais énormément de trafic organique. Donc du coup, c'était un moyen détourné. En poussant une app à notre notée, on permettait à cette app d'être dans le top ranking. Et via ce top ranking, il avait énormément de trafic organique. Okay. Et certaines apps restaient pendant plusieurs semaines premières et elles étaient découvertes comme ça, quoi. Donc c'était vraiment un gros levier pour certaines applications. Ok. Donc c'était assez cool. Quand je suis arrivé, on était 5. Donc moi je découvrais le monde de la startup. Donc voilà, comme je disais, j'étais en stage. Donc mon stage s'est prolongé, il a duré finalement 5 mois. Et à la fin de mon stage, on était déjà, je pense, 20-25. Donc ça avait énormément grossi en 5 mois. Ça avait une croissance incroyable. Donc là, Guillaume, qui était le fondateur d'AppTurbo, me dit, vas-y, rejoins-nous en CDI. Tu feras pas que du développement, tu feras un peu à tout. Moi, je veux juste m'arrêter là. Ouais. Donc là, t'as ton DUT en poche? Oui. Et c'est tout? Mon DUT en poche et je devais attaquer l'école d'ingénieur en septembre. Ok, donc t'avais été accepté. Okay. Ouais. T'as commencé ton école avec un stage ou comment ça s'est fait? Non, c'était le stage de Bac+2. Ok, d'accord. C'était un stage de 2-3 mois normalement, mais que j'avais fait tirer 5-6 mois, quoi. Et ouais, pourquoi en fait? Pourquoi t'as drop out? Enfin, t'es même pas rentré, t'as même pas commencé au final l'école d'ingé. Justement, je l'ai commencé à 1 mois. C'était ça arrive là. Donc du coup, Guillaume me propose de les rejoindre. Ok. Et moi je dis non. Ok. Je dis non, faut que je fasse des études, donc un peu la vision à l'ancienne et aussi pour rassurer papa-maman, quoi. Donc forcément quand j'en parle à maman, elle me dit non, faut faire des études, papa. Non, faut faire des études. Okay. Moi je me dis j'attaque l'école d'ingénieur. Et du coup, je commence et tout. Donc première semaine, je fais ma semaine en entier. Deuxième semaine, je commence à plus aller au TP. Troisième semaine, je commence à plus aller en amphi. Putain, le bon élève, quoi. Et donc au final, à la fin, je me retrouve à ne plus aller à l'école, d'aller peut-être 2 heures par semaine au bout de 3 semaines, quoi. Okay. Là, je me dis il y a un problème. Et voilà, dans le discours, dans les autres élèves et tout, je m'y retrouvais pas parce qu'on te formait vraiment à être un technicien, un ingénieur.
et t'étais là pour être développeur, quoi. Et moi, enfin, comme je te disais tout à l'heure, j'ai jamais eu envie d'être développeur. C'est pas ce que je voulais faire. Donc j'arrête. Voilà, au bout d'un mois, je rappelle Guillaume. Je lui dis bon, ton offre elle est toujours valable. Il me dit oui, tu commences demain. Et le lendemain, du jour au lendemain, j'ai quitté l'école d'ingénieur, j'ai rendu mon appart à Villejuif, je suis revenu dans Paris et j'ai fait bon, allez, c'est parti. Pas de regret. Zéro regret. Bon, raconte-nous la suite et un petit peu comment, si tu veux fast forward et aller plus vite, mais comment t'es arrivé à l'Uni en fait. J'imagine que c'est un peu l'élément déclencheur. Ouais, c'est ça. Donc après, donc voilà, j'ai été embauché. Donc le but, enfin mon rôle chez AppTurbo, c'était de réfléchir un peu aux nouveaux projets de la société. Donc c'est de là qu'est né Green Panda, le studio de jeu. Donc voilà, 3-6 mois après que je sois revenu, donc avec Guillaume qui était le fondateur d'AppTurbo, on a cofondé Green Panda. Donc ton ancien boss, quoi. Voilà, mon ancien boss qui est après devenu associé. Et voilà, donc c'est une aventure qui a duré 6 ans avec des hauts, des bas, des jeux qui ont fonctionné, des moments où ça fonctionnait plus du tout. Enfin, c'était voilà, c'était le monde du mobile, hein. Donc tu peux juste nous détailler un peu ce que faisait Green Panda et qu'on se rende compte un peu de la diff avec l'Uni. Bah en fait, on a commencé Green Panda, c'était très simple. Nous, on avait un gros outil de promotion d'application, donc on voyait tout ce qui passait les jours. Enfin, tous ces acteurs qui arrivaient et qui investissaient. Et on s'est dit bon, il y a peut-être quelque chose à faire. On a envie d'être plus global sur le mobile, d'autres thématiques que le marketing. Donc on s'est dit bon ben on va lancer un studio de jeu, on essaie rien, on va dire ça a l'air facile quoi. Ouais, c'est ça. Et donc on s'est dit bon, comment rentrer dans le jeu de façon assez facile. Donc à l'époque t'avais 4 images un mot, je sais pas si tu vois, qui cartonnait sur l'App Store. Donc c'est un jeu qui vraiment est resté dans le top pendant des semaines et des semaines. Donc on s'est dit on va copier le concept de 4 images un mot, faire des quiz, mais avec d'autres choses, avec des logos, avec de la musique, avec des emojis. On va surfer un peu sur la vague. Et de l'autre côté, on s'est dit bon, on va faire un peu des solitaires, des sudoku. C'est un peu des valeurs sûres. Ça existait il y a 10 ans, ça existera dans 10 ans. On a l'impression que ça allait être, on a l'impression que ça allait être facile, tu vois. Donc on commence à bosser sur les deux types de jeux en parallèle. Les premières années, c'est surtout les quiz qui prennent, une croissance assez organique, où voilà, on voyait le truc qui se développait tout seul, t'as de l'argent qui arrivait assez rapidement. Et du coup, on s'est dit mais en fait, c'est trop facile de faire des apps. Sauf que c'est trop facile de les perdre aussi. Du jour au lendemain, c'est des choses qui sont assez éphémères. Une fois que t'es plus dans le top, une fois que t'es plus tendance, tu disparais. Et il fallait toujours renouveler les thèmes. Et une fois que t'as fait tous les gros thèmes, voilà, tu viens à court d'idées. Donc c'est vrai que l'aventure quiz a duré 2-3 ans. C'est ce qui a permis de financer un peu la société au début. Et puis il y a un moment où vous avez jamais levé, beaucoup recruté. Non, on n'a jamais levé. Parce que dès le premier quiz qu'on avait monté un peu en mode bootstrap, que j'avais codé moi-même, en fait, il avait eu un gros uplift organique et du coup pu emmagasiner de la trésor assez rapidement. Ça, c'est pas indiscret. Si on parle pas de montant exact, ça vous a permis de vivre combien de temps, entre guillemets, du revenu de ce premier? En fait, ça nous a surtout permis d'embaucher. En gros, au bout des 3 ans, quand les jeux n'étaient plus d'actualité, on n'avait plus de sous. Mais on avait embauché 15 personnes. Et du coup, là, tu dis bon, on a tenu 3 ans, on a surfé sur le quiz, on a peu financé la société. Là, on avait plus de sous, mais on voyait qu'à côté, on commençait à avoir les applications classiques qu'on maintenait pas trop, qui, elles, continuaient à croître de façon organique. Là, on s'est dit, bon, on arrête d'aller dans tous les sens, on se focus que sur ces applications classiques, on y va à fond. Et là, la boîte est repartie, donc à fond. Donc ça, c'était en fin 2016, en décalage avec les années dans ma tête. 2013, du coup, au bout de 3 ans. Voilà. Donc 2016, on a fait un gros focus, on s'est intéressé à tout ce qui était référencement sur App Store, tout ce qui est user acquisition, on a vraiment appris à vivre sans l'organique, quoi. Parce que les quiz, ça tournait tout seul, mais ça, il fallait faire des efforts, il fallait travailler, quoi. C'était pas que le produit. Donc voilà, après on a fait ça, et puis donc en fin 2017, moi j'ai un peu fait le tour, parce qu'au final j'avais commencé Green Panda, j'avais 19 ans, donc j'avais jamais rien connu d'autre. Guillaume, lui, terminait l'aventure AppTurbo. Voilà, c'était quelque chose qui est un peu passé. Donc il faisait AppTurbo et Green Panda en même temps, lui? En fait, moi j'étais sur la partie opérationnelle de Green Panda. Lui était plus en stratégie et tout. Voilà, on se parlait tous les jours, il m'aidait au quotidien, mais j'étais dans l'opérationnel et lui était on va dire à 80% AppTurbo à côté, quoi. Il était dans l'opérationnel d'AppTurbo. Et juste pour comprendre, là-bas t'étais CEO? Ouais. T'avais donc du coup 19, à 22 ans tu gérais 15 personnes?
Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui était assez déroutant au début. Surtout que j'avais jamais travaillé, parce que j'avais bossé avec Guillaume et tout, et là j'arrivais, j'étais direct dans le grand bain, quoi. Oui, et j'étais le plus jeune, j'ai recruté des gars qui avaient 35 ans et tout. Et c'est quoi, t'endosses quel costume à ce moment-là? Pas montrer que tu flippes un peu, ou que t'avais le syndrome de l'imposteur un peu, ou pas? Ouais, je l'ai eu pendant plusieurs années, où je me sentais pas légitime, où j'étais là, et puis à l'époque j'étais assez susceptible. Chose que je suis plus maintenant, mais au début j'étais très susceptible quand j'ai commencé, et du coup voilà, je me vexais un peu pour tout et tout. Enfin, il y avait un côté où ça mettait pas mal de freins pour monter l'équipe et tout, mais parce que j'étais un peu perdu aussi. J'étais jeté dans le grand bain, j'avais 20 ans, j'ai recruté des profils qui normalement sortaient de la formation que je venais de quitter. Donc je recrutais des développeurs qui sortaient de l'école que j'étais censé finir dans 4 ans. Ouais. Donc t'as un côté des futurs mentors qui au final sont devenus tes employés, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'était assez perturbant, et voilà. Et puis après, au fur et à mesure des années, en me plantant aussi, en faisant des erreurs de recrutement, en faisant des erreurs de stratégie, en faisant plein de choses, voilà. Enfin, j'ai pu faire toutes les erreurs, et ça va qu'il y avait Guillaume qui lui avait l'expérience AppTurbo et qui me servait de mentor au quotidien. J'ai pu, même si il y avait pas tout le temps de s'occuper, parce qu'il avait mis sur la partie opérationnelle, et il y avait un côté où j'avais pas envie de le décevoir. Il m'a donné ma chance, ce qui est quelque chose d'incroyable. Genre, me jeter dans le grand bain à 20 ans, c'est assez fou, et j'avais pas envie de le décevoir, donc j'essayais de me reposer le moins possible sur lui et de me démerder tout seul, quoi. Ok. Avant de passer sur l'Uni, je sais que tu en meurs d'envie et que t'en as marre de parler que de toi. Non. Non, il y a juste une question que je me pose un peu. Moi, je suis assez étranger à tout ça. Déjà, il y a deux questions, mais la toute première, juste, l'App Store te prend 30%, c'est ça, de tes revenus, quoi qu'il arrive? C'est ça. Ok. Nice. Sur les achats intégrés, pas sur la pub. Après, oui, non, mais c'est sur le store. Et du coup, non, ma question, c'est à l'époque, est-ce que les games sur Android étaient, pourquoi en fait iOS? Pourquoi vous avez fait l'exclu sur iOS? Parce que moi de base, j'étais développeur iOS. J'étais pas du tout intéressé par Android. Et le premier jeu, oui, voilà, AppTurbo m'avait mis dans le bain. AppTurbo, c'était exclusivement iOS. Après, j'étais développeur iOS même avant d'arriver sur AppTurbo. Et du coup, quand on a monté mon Google Panda, j'ai développé les premiers jeux parce que j'étais tout seul. Après, j'ai vite été rejoint. Il y a un développeur qui arrivait très vite et tout. Donc, on montait tous les jeux ensemble, mais on était tous développeurs iOS. Donc, c'était beaucoup plus facile. Et après, une fois que tu t'engouffres là-dedans, t'as pas vraiment envie de faire d'Android parce que tu dois répliquer tout ce que t'as fait depuis 6 mois, 1 an, 2 ans sur Android. Et Android est arrivé après. Ouais, mais on n'a jamais cartonné sur Android. On n'a jamais réussi à cartonner sur Android. Donc vous avez quand même essayé de lancer à l'époque, c'était Green Panda dessus quand même. Ouais, c'est ça, mais on n'y arrivait pas. On était beaucoup plus spécialisé à iOS. On comprenait mieux comment ça fonctionnait, quoi. Et l'Uni aujourd'hui, c'est exclusif iOS ou vous faites un peu d'Android? Non, on fait un peu d'Android, surtout sur l'Uni. Ça a commencé exclusivement iOS aussi. Mais maintenant, on commence à faire de l'Android sur les projets où on construit des marques fortes. Typiquement, Fitness Coach, notre application de fitness. On fait de la publicité à la télé. On a des deals avec des égéries et tout, et du coup on a beaucoup de résonance à travers les réseaux sociaux, à travers l'offline, et du coup on n'a pas le choix. Si on n'est pas sur Android, on perd énormément de trafic. Donc même si derrière on n'en achète pas sur Android, en fait on a énormément de trafic gratuit qui vient de notre notoriété et qui serait dommage de perdre, quoi. Juste pour faire le parallèle par rapport à la commission et la rémunération que se fait Apple sur Android, c'est pareil. C'est pareil? Ouais. Okay. De toute façon, ils sont tout le temps en train de s'aligner, même quand il y en a un qui fait en dessous, l'autre fait en dessous. L'oligopole, quoi. Il y a d'histoire avec ça ces derniers temps. Du coup, t'as très bien introduit l'Uni. Juste comprendre une petite chose. Il s'est passé quoi entre Green Panda et l'Uni? C'est presque un pivot qu'il y a eu et du coup créer une nouvelle société. Est-ce que c'était toujours avec Guillaume d'ailleurs? Donc non, c'était pas du tout avec Guillaume. Donc c'était avec David, qui était avec moi, qui arrivait en stage chez AppTurbo avec moi. Qui est arrivé 2 mois après le lancement de Green Panda sur Green Panda, donc qui était CTO chez Green Panda. Et en fait on est amis, et on avait tous les deux la volonté de quitter Paris et de faire autre chose. C'était celui de vie, on s'est dit vas-y, viens on va à Bordeaux et on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est vrai que au début, quand on est parti à Bordeaux, l'ambition était pas de créer quelque chose de très gros, même si maintenant ça est devenu, mais plus de faire des petites applications. En gros, on voulait utiliser toutes les connaissances
qu'on avait acquises sur les solitaires et sudoku, donc les connaissances en termes de référencement, d'acquisition, pour répliquer ces modèles sur des applications utilitaires. Donc pourquoi les applications utilitaires? No gaming. C'est simple, voilà. Okay. No gaming, mais particulièrement utilitaires. Donc type des scanners de documents, des traducteurs, des météos. Pourquoi ça? Parce que c'est facile à coder. Okay. Et nous, notre force était vraiment sur le marketing. Donc c'est comment on allait se différencier des autres via l'achat de trafic, via le référencement, et touche un trafic qui est très très gros. Donc c'est des choses qui ont énormément de marge parce que t'as beaucoup de trafic gratuit et bien référencé. Okay. Et du coup, on s'est lancé là-dedans. On est resté à 4 personnes pendant à peu près 1 an. Où voilà, l'idée quand on est arrivé à Bordeaux, c'était un peu de faire une année sabbatique et d'avoir ces projets pour financer nos futurs projets entre guillemets. Donc voilà, okay. On bossait depuis mon bureau et tout, donc c'était à l'arrache quoi. Et juste là, tu parlais de l'app, donc tu dis un peu que je sais pas, votre competitive advantage, mais c'était vraiment sur le trafic et hacker le référencement. Ouais. Est-ce que donc du coup tu dirais qu'il y avait d'autres apps qui étaient compétitrices, qui n'étaient pas aussi bien référencées, mais qui avaient presque un meilleur product design, un meilleur UI? À l'époque, oui. Maintenant, c'est plus le cas, mais bon, à l'époque, on était 2. Vous avez mis un push dessus quand même ou Ouais, c'est ça. Okay. Ben en fait, voilà, on est resté un peu crade pendant 6 mois parce qu'on voulait plus faire du volume. Okay. Donc voilà, et sur toutes les thématiques, voir celles qui marchaient pas et tout. On rachetait des codes sources, on rachetait des apps, enfin, on prenait tout ce qui passait, quoi. On prenait tout ce qui passait, on poussait marketing et tout, voir si ça marchait tout. Puis après, bon, au bout de 6 mois, 1 an, on voyait que ça commençait à générer des revenus, on s'est dit, putain, on peut en faire un vrai truc, quoi. Donc, déjà sur que l'utilitaire ou ouais. Ok. Donc là, on a commencé à recoder toutes les apps de zéro, les faire propres, les mettre au niveau du marché et tout. Donc on a commencé un peu à recruter. Donc c'est là que Bastien m'a rejoint, la fameuse personne avec qui j'avais fait la première app, où je l'ai appelé, je lui ai dit, bon écoute, là on est en train de construire un truc, t'inquiète pas, on sera pas plus de 8 personnes, on fait ça pour s'amuser, mais ça peut être cool parce qu'on bosse sur plein d'apps différentes. Lui, voilà, il a fait un peu le tour de son expérience, donc il y avait un côté un peu cool, on se retrouvait un peu en mode bande de potes, quoi. L'amuse. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, au bout d'1 an, donc on avait refait tous les utilitaires, ça commençait à pas mal scaler. Et moi, bon, j'ai recommencé à avoir la dalle, quoi. J'ai dit, putain, mais qu'est-ce que je fais? Ça me manque d'avoir plein d'employés, ça me manque d'avoir une grosse société, ce qui n'était pas du tout le cas de David, où il est très bien à 4. Donc c'est là où on s'est séparés toute amitié, quoi. Ouais, bien sûr. Chose qui est assez rare pour être soulignée. C'est vrai qu'en général, quand t'as 2 associés, ça fait des dégâts, mais nous, voilà, on est toujours amis, on s'appelle tous les jours et tout, et voilà, il est plus envie de ça, quoi. Et du coup voilà, donc j'ai commencé à recruter, à prendre des bureaux et tout. On est parti sur une grosse aventure et surtout travailler aussi sur des sujets plus complexes. Toutes ces connaissances qu'on avait réussi à masteriser sur les utilitaires. Voilà, les apps utilitaires c'est cool, mais c'était pas ma passion. Okay. Ça faisait beaucoup d'argent et je dis mais en fait voilà, j'avais la dalle. Je dis on va attaquer des sujets plus complexes et plus amusants. Donc on a commencé par le bien-être. Donc on s'est dit bon voilà, à l'époque donc ça c'était 19. Ouais, avec l'année Covid. Non, mais tu me disais 2018 création du coup 2019. Ouais. Donc voilà, mi-2019 on commence à s'attaquer à la thématique bien-être. On fait une app de méditation, une app de fitness. C'est quoi les noms? Donc Fitness Coach et c'est Meditation Nest. Ok, il y avait déjà Petit Bambou à l'époque? Oui, mais nous on n'est pas du tout en France. Petit Bambou c'est très français. Bon maintenant ils sont ouverts en Espagne et tout, mais nous c'était uniquement réservé au marché US. D'accord, c'est bon. On va en parler après, mais du coup t'es déjà full focus US à ce moment-là. On a toujours été full focus. Ok. Juste pour comprendre là, avant de créer donc ces 2 apps, donc au bout de 1 an, peut-être un peu plus, tu démarres avec combien? T'as emmagasiné combien d'argent pour pouvoir te lancer dessus, et c'est quoi tes deadlines? T'es dans quel en fait comment tu crées ce projet là, quoi? Il y a pas de deadline, enfin voilà, on avait emmagasiné un peu d'argent forcément parce que comme je te disais c'était ultra rentable, donc il y avait 2 solutions, soit on sortait en équile, soit on s'est sans nous donner un chiffre, mais pour qu'on se représente, ça t'a permis d'embaucher combien de personnes ou de vivre pendant combien de temps sans autre revenu par exemple? En fait t'as eu un peu un effet boule de neige après parce qu'on a tout investi, ça a bien marché et tout, donc c'est dur à chiffrer en fait. Okay. C'est dur à chiffrer, mais bon, ça nous a permis de recruter la première année une dizaine de personnes. Okay. Donc c'est ça, 2019, fin 2019, on était 11 dans ces eaux-là, donc on a commencé aussi à prendre les bureaux. Donc gros bureaux. Donc là t'avais l'ambition parce que les bureaux on les a visités, c'était des bureaux de 1500 mètres carrés quoi. Donc t'as un côté, on savait où on voulait aller quoi, tu vois. Okay.
Et du coup, voilà, en fait, on re-risquait tout, quoi. On repartait limite à zéro avec tout ce qu'on avait gagné, qu'on a pu sortir, on cherchait des sujets plus sérieux, quoi. Et au bout d'un an, combien d'apps sont sortis? Donc fin 2019, 2020, quoi. Fin 2019, voilà, c'est comme je te disais tout à l'heure, en fait, il y a eu beaucoup d'expérimentation et tout. Mais en 2019, on a sorti la fitness, on a sorti la méditation, on a sorti pas mal de spin-off, le sommet, des petites applications à côté. Et voilà, toujours avec la même méthode où, on a vraiment créé une méthode autour de ça. Donc, sur la façon de faire, c'est-à-dire pas plus de 3 mois sur un nouveau projet qu'on attaque. Pourquoi? Parce qu'on attaque beaucoup de thématiques, on veut pas prendre trop de risques sur une thématique, et en fait on veut être beaucoup plus flexible et agile que les acteurs historiques. Et c'est ce qui a fait la différence aujourd'hui. L'app de fitness, c'est l'app de fitness la plus téléchargée au monde. Donc sur l'année dernière, on est toujours dans le top 3 cette année. Enfin c'est vraiment. Et l'app de fitness, vous l'avez fait en combien de temps? Voilà, c'est justement là où le premier prototype on l'a fait en 2-3 mois. Ouais. Donc, on l'a mis sur le marché, on a vu que ça marchait pas du tout. Donc on a fait un deuxième prototype de 2-3 mois, US on a direct tout repris aussi. à zéro. Ouais, US. Ok. On a fait un deuxième prototype de 2-3 mois, on est tout repris à zéro. Ça marchait mieux, mais pas fou. Du coup on a fait un troisième prototype, et là on a vu, les chiffres sont bons. Bon allez, on met une équipe sur le projet, on y va à fond. C'était quoi les différences entre Proto 2 et 3 surtout? T'as du branding, donc t'as l'icône, le nom, même le contenu, la forme des programmes, les onboarding et tout, où vraiment en fait, et c'est là où on fait la différence par rapport à un pure player, c'est qu'on s'enferme pas dans un style, dans une marque ou quoi. Okay. En fait, on s'en fiche, on a des produits qui n'existent pas, on est prêt à tout jeter et voir ce qui se passe, quoi. Okay. Donc t'as un côté assez industriel entre guillemets. Mais par contre, après, dès qu'on trouve la bonne formule, là, on y va à fond. Ouais, okay. Donc, on prototype pendant 3 mois à 1 ou 2 personnes, et c'est tout le modèle de Looney, en fait. Et après, par contre, dès qu'on trouve un truc, on dit, les stats sont bonnes, on peut en faire quelque chose. Là, on recrute 5-6 personnes, et on recrute des postes vraiment spécifiques. Et c'est aussi pour ça que je te disais, on est un studio de marque. Parce que, tu vois, aujourd'hui, t'as plein de comptes développeurs, t'as plein d'éditeurs, qui ont plein d'applications différentes, mais qui mettent pas plus de focus sur une application ou autre. On aurait pu lancer une app de fitness, la laisser vivre, lancer une app de méditation, la laisser vivre, mais nous, quand on lance un truc, on le fait à 200%. La fitness, quand on a décidé de la lancer à fond, on a recruté une équipe pour le contenu. Toutes les prods, on les fait nous-mêmes, donc toutes les vidéos, tous les programmes, tout est fait maison. Pareil sur le yoga, pareil sur toutes les apps. Vous avez un studio? En général, on tourne à Paris dans des vrais studios, avec des vraies équipes de prod et tout, pour avoir un résultat vraiment quali. On a une équipe pour le branding, donc pour faire les deals avec les égéries. Par exemple, on a fait un deal avec l'UFC assez récemment. Donc voilà, on a Francis Ngannou et Cyril Gane en ambassadeurs de l'application. Donc en fait, on raisonne comme un pure player sur chacune des thématiques qu'on aborde. C'est un peu comme des mini startups dans la startup. Et donc du coup, t'es CEO d'un groupe, quoi. C'est l'image qu'on veut donner de Looney, vraiment faire un groupe média lié aux apps. Donc voilà, comme les labels musicaux, comme les boîtes de prod en audiovisuel et tout, ou même comme sur le web, quand tu regardes un Webedia, ils ont du .com, du ciné, dans les apps ça existe pas vraiment. T'as des éditeurs multi-apps, mais qui vont pas considérer des apps comme des marques. Alors que nous, on va vraiment créer des équipes dédiées, mais par contre, on va garder en horizontal tout ce qui est marketing, tout ce qui est design, toute la connaissance qui est commune à toutes les apps, parce qu'acheter du trafic, c'est pareil sur toutes les apps, monétiser, c'est pareil sur toutes les apps, donc on a tous nos SDK, on a des outils en interne aussi, donc on a vraiment pu construire un écosystème, et se passer des outils du marché pour être meilleur que le marché, quoi. J'imagine que dans tout ça, en fait, comment ça se passe? Tu traques de la data. Est-ce que disons que tes projets, au bout de 3 mois où ça commence à mordre, tous les projets, tu alloues le même nombre de personnes et t'estimes que si t'en ajoutes, 1 ou 2 personnes de plus, alors pour X raisons, ça prendra plus tard. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais vu que t'abordes ça avec une sorte de rentabilité, et un investissement à la base, est-ce que c'est tous un peu la même recette et les mêmes data, quoi? Grosso modo, oui, mais après, chaque projet a ses spécificités, tu vois. Typiquement, sur fitness, on a eu le challenge du contenu. Quand on l'a lancé, on n'en avait jamais fait, tu vois. On s'est dit, vas-y, on prend une cam, on va dans la salle de danse à côté, on trouve un coach et on le filme, quoi. Donc, ce qui était pas ouf, j'imagine. C'est pour ça qu'on refait tout en studio maintenant, quoi. Et du coup, après, sur les apps de créativité, là, par contre, il a fallu,
voilà, les premières apps étaient faites très rapidement, mais par contre, elles étaient pas efficaces, elles étaient buggées, parce que voilà, enfin, exporter une vidéo 4K sur un iPhone, c'est pas si simple que ça en a l'air, surtout quand tu rajoutes des fils, des effets, des machins et tout. Donc vous vous bridez pas, en fait, même d'un point de vue budget. À partir du moment où tu sens que ça mord, ok. On investit à mort parce qu'on veut le meilleur produit. En fait, on arrive sur des marchés qui sont déjà saturés, et si tu veux être le meilleur, faut investir et se donner les moyens d'être le meilleur. Et nous, c'est ce challenge qui nous excite au quotidien, se dire qu'on allait déranger les acteurs. Moi, quand j'étais au lycée, j'utilisais Freeletics. Et maintenant, Freeletics, on fait beaucoup plus de téléchargements qu'eux. Enfin, on fait beaucoup plus de revenus qu'eux. Et ça, c'est assez fou de se dire ça, alors que c'est un acteur qui existe depuis très très longtemps, quoi. Tu peux nous faire un petit teasing d'en nous donner un nom, mais d'une prochaine app qui va sortir, dont tu es assez excited. Ah ouais, on a une app assez folle qui arrive autour du social betting, donc encore une thématique social betting, donc les paris paris sportifs mais sans argent. Donc on a un très très bon concept, voilà, pareil, qu'on a prototypé donc en début d'année, et on a une excellente rétention, un usage de malade mental. Du coup là on est une mini équipe sur le truc, on a 6 personnes qui bossent dessus, on a la version définitive qui va sortir dans quelques semaines, quoi. Très rapidement. Écoute, si je sais pas si ça coïncidera avec la publication du podcast, mais très chaud de tester et de partager. Je prends en compte la date de publication dans les quelques semaines. Sinon ça aurait été quelques mois. Écoute, ça touche bientôt à sa fin. J'aimerais juste quand même te poser 2-3 petites questions encore sur l'Uni. On n'a pas parlé des US. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que c'était full US déjà chez Green Panda ou c'est là où vous avez fait la différenciation? Non, c'était très européen à la base, et après on est arrivé sur le marché US parce qu'on s'est rendu compte que sur mobile, c'est le marché qui a le meilleur ratio entre le volume et la rentabilité. Les gens sont prêts à payer, parce que par exemple en France, les gens ne payent pas sur les apps. C'est très très compliqué le marché français. Étonnant de nous, on a voulu... Français. Non mais par ego, on a voulu un peu lancer Fitness Coach en France, on a fait de la publicité à télé, on a fait des placements et tout. Ça prenait pas. Et en fait, c'est qu'on dégageait pas vraiment de marge, quoi. C'était flat. Voilà, tu vas au UK, tu vas en Allemagne, t'as quand même des donc c'est déjà différent chez eux. Ouais. En Allemagne. C'est quoi la différence si on prend France qui est un extrême, j'ai l'impression, et les US qui sont un autre extrême? Je pense que les US c'est facilement 3-4 fois la France, quoi, en termes de rentabilité par utilisateur. Mais au-delà de ça, j'imagine qu'il y a même une sorte de communication que tu vas utiliser, un certain style en anglais que tu n'utiliserais pas forcément en français. C'est où, et j'imagine c'est aussi peut-être sur de l'UX ou autre, mais c'est où les différences majeures pour toi, hormis le fait qu'ils soient peut-être plus éduqués à payer? Sur les partenariats, on n'aurait pas fait l'UFC si on visitait le marché européen. Ok. Oui, et puis sur le marketing, sur la façon de promouvoir, où voilà, les US, c'est pas la même vision de la fitness, c'est pas la même vision. Donc, aussi. Mais ça reste quand même, c'est pas l'Asie, quoi. L'Asie, pour le coup, t'es dans un monde totalement à part. C'est un marché qu'on n'adresse pas du tout, qu'on adressera un jour, mais de façon très spécifique. Mais les US et l'Europe, on arrive quand même à trouver pas mal de points communs et qui sont assez universels. Donc ça va plus être sur la façon de communiquer, sur les opérations marketing, sur les partenariats, ce genre de choses, quoi. C'est plus agressif, communication américaine, ou pas forcément? Ouais, ça dépend, mais en fait, oui et non. Enfin, oui, parce que l'UFC, forcément, c'est très américain, hein, les programmes, la bagarre, tout ça, ils sont assez friands de ça. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas du tout d'usage en Europe, quoi, où ça marche quand même assez bien en Europe. Puis on le voit bien, hein, ça arrive très fort. Et du coup, mais après on le voit même sur le choix des coachs, par exemple. Tu vois, t'as des coachs, on a 3 coachs, c'est exactement le même programme pour les 3 coachs. Tu choisis par qui tu veux être entraîné. Et on voit des grosses différences entre les pays européens ou aux US. Ah ouais? Où des fois t'as un coach qui est choisi à 70% aux US, tu vas en France, rien à voir. C'est un autre qui est à 70%, alors qu'aux US il est choisi à 5%. Ouais, c'est hyper cool. Ouais, voilà, donc ça nous sert énormément pour les campagnes marketing et pour les choix produits, quoi. Et après on arrête de parler un peu de géographie, mais juste comprendre, est-ce que t'as des boîtes, coach ou d'autres, enfin 2 boîtes d'app, que tu lances d'abord aux US, qui pètent là-bas, et que du coup quand tu le lances en France, est-ce qu'il n'y a pas un effet boule de neige du fait que ça a déjà pété aux US, ou alors la France n'a aucun rapport avec... Ok. Rien à voir. Non, rien à voir. Ok. Ouais. Et ça a bien pris ou pas au début, fitness en France, ou pas du tout? Moyen. Ça a bien pris quand on faisait de la promo, on a fait pas mal d'influenceurs et tout. Okay. Ça prenait bien, mais c'était plus une question de rentabilité, en fait.
on arrivait à être dans le top, d'être parmi les apps les plus téléchargées, tout en ne perdant pas d'argent, c'est quand même le plus important. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, ça explosait pas, il y avait pas d'euphorie, donc c'était pas fou pour nous, quoi. Et aujourd'hui, c'est comment? En France? Ouais. Bon, on a arrêté d'acheter du trafic. Ah, et donc carrément, là, vous avez... On focus vraiment sur nos pays majeurs. Enfin, on en achète un petit peu, mais c'est pas... Et les pays majeurs, c'est quoi, hormis les US? Tu fais un peu de Allemagne, UK? US, UK, Allemagne, Australie, Canada. Ok, ouais, donc, très anglophone. Très anglophone, l'Allemagne. Ouais. Il y a une dernière chose dont je voulais parler avec toi, c'est d'ailleurs toi qui m'en as parlé, puis là tu nous as un petit peu expliqué que t'étais allé chercher des locaux de 1500 mètres carrés. Ouais. Pour, vous étiez 6, et t'avais l'optique que vous soyez quoi, une quinzaine à la fin, mais ce qui reste quand même énorme pour, ouais, mais en fait, moi je savais au fond de moi qu'on allait être beaucoup, et même aujourd'hui, mais c'est combien beaucoup? Je sais pas, je me suis jamais fixé de limite, vous êtes combien aujourd'hui? Un peu ça. Aujourd'hui, on est 36. 36 pour 1500 mètres carrés. Ouais. Alors je m'adresse à tous les start-upers à Paris qui ont un ratio qui est d'ailleurs très souvent illégal au mètre carré, mais je sais qu'il y a une vraie vocation derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, c'est assez particulier parce que c'est vraiment conçu comme un lieu de vie, mais pas lieu de vie à l'américaine où on fait tout pour que les gens restent le plus longtemps possible, taf à fond. C'est plus où la vision de l'Uni, la culture est ultra importante. Chez l'Uni, on n'a pas vraiment de management, on n'a pas vraiment d'horaire, on a énormément d'avantages. Donc voilà, t'as un coach de sport qui vient toutes les semaines, t'as des coachs de yoga, t'as des limités. Enfin, tu vois, t'as tout pour avoir pour bien vivre au quotidien, parce qu'on le voit comme tu passes la majorité de ton temps au boulot au final quand t'es éveillé. C'est pas un peu inspiré modèle Google par exemple, tout ça? Netflix, on va dire, parce que Netflix, okay. Ouais, Netflix dans le management. Donc ce management de la confiance absolue, la seule règle c'est qu'il n'y a pas de règle, quoi. Donc voilà, parce que les gens, donc les profils qu'on prend, c'est uniquement des profils seniors qui viennent du mobile, qui ont pas mal d'expérience et qui sont totalement autonomes. Donc nous, quand tu vois, on n'a pas de Scrum Master, de chef de projet et tout, on n'a pas énormément de postes de management entre guillemets, où quand on lance un projet, c'est très simple. En général, t'as un ou deux designers, un ou deux développeurs, un chef de produit, et les trois travaillent ensemble. Parce que les personne trois qui chapeaute ça. Voilà, c'est ça. Les trois savent ce qu'ils font. Le chef de produit a un peu plus le lead parce qu'il a vision globale, mais c'est pas parce qu'il a le lead sur la gestion du calendrier qu'il manage à 100% le projet, qu'il prend les décisions, ou les trois ont autant de poids parce qu'on a que des développeurs iOS d'expérience sur des apps consumer. Okay. On prend vraiment que des gens qui ont vraiment une affinité au produit, et nous chez l'Uni en fait on travaille que sur des projets qui nous intéressent et dont on est l'utilisateur. Tu vois, on aurait pu pousser par exemple l'app de VPN, on aurait pu pousser l'app de Bible et tout, mais toutes celles-là on les a mises de côté, parce qu'on veut bosser que sur des projets qui nous intéressent. Mais c'est un choix, et ce choix fait partie de la culture de l'Uni, qui fait que tous les gens, on n'a pas besoin d'expliquer, parce qu'on dit que si les projets sur lesquels ils travaillent les passionnent, s'ils s'en imprègnent vraiment et que justement ils sont utilisateurs de ces projets, dans tous les cas on sait qu'ils vont se donner à 100% pour ce projet. Et que si le mec est drivé, voilà, qu'il soit motivé par les projets plus que par tu dois faire ton 9h 18h, donc tu restes là, t'as tes tâches, t'as ça à faire. Okay. Théoriquement, voilà, il y a une stratégie globale à la boîte, il y a des idées, il y a des thématiques, et chacun sait un peu ce qu'il doit faire sans qu'on lui dise, parce qu'ils savent comment faire évoluer le produit pour qu'il soit meilleur que les produits actuels du marché, quoi. Et entre eux, ils s'organisent comment? C'est-à-dire que pour chaque projet, les 3 jours, toutes les semaines, il y a un point, ou c'est vraiment libre? Oui, c'est ça. Après, t'as quand même des points un peu par pôle toutes les semaines. Okay. Un programme entre guillemets. Voilà, c'est plus histoire de faire un point, que tout le monde se check et tout, que tout le monde soit aligné. Après, nous, on fait énormément c'est pas vraiment des points, mais tous les vendredis, t'as quelqu'un de la société qui va présenter son sujet en cours. Okay. Donc voilà, on fait un petit brunch, en même temps il parle, il fait une présentation, il va dire moi je bosse sur ça, voici les enjeux que j'ai, machin et tout. Et toutes les 2 semaines, on fait un tour de table où tout le monde va dire ce sur quoi il bosse et tout. Et après, sinon, c'est beaucoup de réunions informelles où on se parle et tout, on se croise. Bon, c'est sûr, en fait, on a beaucoup de projets, mais je veux que tout le monde soit au courant de tous les projets et de tout ce qui se passe. Pas de façon précise, mais qu'il soit vraiment imprégné de cette culture en mode, je suis dans un lieu de vie, je viens ici pour vivre et pas que pour travailler. Le travail fait partie de la vie, donc c'est un peu, tu vois, mais c'est un modèle qui fonctionne pas avec tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui ont besoin de leurs tâches. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui ont besoin de leur to-do, qui ont besoin d'avoir des horaires fixes. Nous, c'est pas comme ça qu'on le voit, où on laisse aux personnes une totale liberté.
et t'as que le résultat qui compte. Mais on est assez confiant du résultat parce qu'on prend des gens qui sont expérimentés, qui sont intéressés par ces sujets-là. Donc on peut leur mettre à disposition une sorte de lieu, qui est un lieu de coworking au final, et eux sont comme des freelances à l'intérieur parce qu'ils choisissent leur sujet et ils bossent comme ils le veulent, quoi. Et du coup, toi, en tant que CEO, si tu fais pas de management, du coup, je fais plus qu'est-ce rien. Que tu fais? Ouais, c'est ça. Tu fais des podcasts. Non. Non, en vrai, je suis quand même curieux de savoir opérationnellement, est-ce que t'es impliqué sur des projets? Tu fais quoi, toi? Je suis énormément impliqué sur les projets, c'est-à-dire que je passe pas mal de temps avec toutes les personnes au bureau, où je reste assez actif, voire... Donc, il y a combien de projets en même que tu bosses? On va dire, en général, c'est 3-4 en parallèle. Ok. 3-4 actifs. Et du coup, moi, je passe pas mal de temps avec les équipes parce que j'aime le produit et puis voilà, j'aime développer et tout. Bon, je développe plus, heureusement, je suis plus opérationnel, mais je passe pas mal de temps pour comprendre les problématiques et tout, et pas du tout pour prendre des décisions, pour dire fais ça comme ça et tout, plus pour comprendre, pour les aider, pour servir de mentor entre guillemets. Et du coup, derrière, c'est beaucoup faire en sorte de développer cette culture en fait. Quand on était 10, on disait ça marchera pas à 20. Quand on était 20, on nous disait ça marchera pas à 30. Okay. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est de faire les bons choix en termes de recrutement, faire les bons choix en termes de stratégie aussi. Parce que penser au projet de demain, demain, ça c'est plus la fitness, ça sera... on veut être une boîte tech un peu cool, mais une boîte tech au sens large du terme. Pas cantonné aux applications et tout. Donc on crée une équipe, et cette équipe doit aller le plus loin possible, et pour ça, il faut que tu aies une stratégie claire, et que la team arrive à cohabiter quoi. 8 terres sur le socle. Voilà, c'est ça. Bon, ça va, c'était pas trop chiant? Non, du tout. C'est passé hyper vite. Là, on va passer dans les questions un peu reloues. Je suis moins à l'aise, hein. Moi, je suis moins à l'aise. Non, mais c'est pas grave. Si tu veux répondre, tant mieux. Et sinon, c'est pas grave. Bon, cette première question, de manière, on en avait déjà parlé un petit peu avant, mais, et puis je pense que qui écoute le podcast pourrait comprendre, là, mais pour toi, l'entrepreneuriat, à date, c'est quoi? À titre perso, tu caractériserais comment? Un mot, un groupe de mots? Du fun. Non, du fun entre guillemets, parce que moi, ce qui m'excite au quotidien, c'est un peu les problèmes. Et j'adore résoudre des problèmes. Okay. J'adore en avoir. C'est pour ça qu'on fait... Non, mais en gros, c'est pour ça qu'on attaque tout le temps des thématiques de plus en plus complexes. On était sur les utilitaires. On s'est dit, tiens, on va faire du contenu. On s'est dit, tiens, on va faire du branding. Après, avec la créativité, tiens, on va faire En fait, on veut tout le temps aller explorer des choses qu'on n'a pas explorées. Et être les meilleurs là-dessus. Donc je veux sortir un peu de ta zone de confort. Ouais, voilà. Et moi je m'éclate quand c'est galère, quoi. Et donc quand il y a des problèmes. Et donc voilà, là actuellement je m'éclate parce que j'ai plein de sujets difficiles, et en plus il y a certains où on arrive à être leader. Donc c'est trop cool. Et c'est quoi une galère sur lesquelles malheureusement, même si c'était du fun, l'outcome était pas là? T'as pas réussi à la surmonter ou C'est-à-dire d'un point de vue... un problème qui a pas su être résolu, ou du moins peut-être dans la douleur, ou là où t'as pris un peu moins de fun dans ce cas-là. Ouais. Je sais pas, c'est un recrutement, je sais pas si c'est une app qui se crache alors que tu pensais que ça allait disons tout que péter. C'était plus... recrutement et tout, c'était plus sur Green Panda, sur les expériences précédentes, où là j'ai pas mal appris et tout pendant 6 ans. Sur l'Uni, on essaye de tout prendre assez, tu tires des learnings, même des apps qui se crashent, mais on a réussi à la faire cartonner et tout. On a dépensé pas mal d'argent, on a pas mal... Mais voilà, on a une grosse base de contenu qu'on va réutiliser dans d'autres apps, on va la relancer à un moment donné. Enfin, il y a toujours des apprentissages à avoir, et on voit jamais... on a fait des deals qui n'ont pas du tout marché aussi, de plusieurs centaines de milliers d'euros, donc des deals marketing qui portaient 0 trafic, mais t'as un côté où toujours, t'apprends, et puis voilà, c'est ce que disent de toute façon tout le temps les entrepreneurs, c'est t'apprends de tes erreurs. La résilience. Et du coup, la résilience, mais pas... Tu vois, ça a jamais été en mode déprimé, pas cool et tout. Tu dis t'arrives tout le temps à en tirer des choses positives, quoi. Tu t'es jamais dit j'arrête? Sérieusement, il y a des moments sous le coup de l'émotion. Pourquoi c'est plus pourquoi je fais tout ça, tu vois. Ok, donc tu vois, des moments où j'étais un peu dépassé, où je me dis putain, mais j'aurais pu arrêter quand on faisait les utilitaires, c'était très bien, ça tournait tout seul, on était 4. Pourquoi tu veux chercher du fun? Je me lève le matin, je dis on est beaucoup, il y a beaucoup de projets, là d'un coup je vois tout le négatif et tout, je me dis et si cette app elle marche plus, mince, ça fait un gros truc et tout, ou voilà, quand t'as eu toutes les choses avec l'App Store, les CPI se sont envolés, le trafic était beaucoup plus cher, du jour au lendemain t'étais plus du tout rentable sur des projets. Donc des galères, il y en a tous les jours, tu vois, parce que du jour au lendemain, quand t'as les nouveaux OS et tout, tu dis des projets où t'es rentable, du jour au lendemain t'es plus du tout rentable.
et tu perds énormément d'argent, quoi. Okay. Donc oui, t'en as toujours, et tu te dis pourquoi je me suis lancé dans ces galères, pourquoi je fais tout ça, tu vois. Et quand t'es moins optimiste dans ces moments-là, il y a un rôle de ton cofondateur, quoi. Mon cofondateur est plus du tout présent. Ouais, mais même d'un point de vue advisor, en fait, comment tu repasses du côté positif et que tu lâches le pessimisme. Parce que vu qu'on a plein de projets, ce qui est sympa, c'est que tu vas toujours avoir une bonne nouvelle ou quelque chose de cool qui arrive, et tu dis bon, ça va, il y a ça qui arrive et tout, bon, vas-y, on va se mettre là-dessus, et t'arrives à te remotiver avec des gens en interne. Voilà, ça peut être juste un collaborateur qui va te montrer un truc trop sympa qu'il vient de coder, qu'il vient de faire et tout, et tu dis ouais, ça va être trop cool, ça va cartonner. Enfin, je suis assez optimiste de nature, et du coup il me suffit de pas grand chose pour me chauffer et me dire bon, ça va sauver la boîte. C'est bon, je sais pourquoi je fais ça. En tout cas, c'est cool pour tes employés d'avoir quelqu'un comme ça. Deuxième question, si tu avais la capacité de choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, qui est-ce que ce serait et pourquoi? Tu me poses un peu une colle, là. Bon, si tu sais pas, c'est pas très grave, mais bon, tous les invités ont répondu. Ouais. Non, bon, allez, je vais rester dans la lignée. On est en train un peu de refaire, donc voilà, un peu le branding de l'Uni. On s'était posé sur la vision et tout, et on s'était dit bon, si l'Uni devait être un personnage, qui ça serait? Donc voilà, un personnage pareil, mort, vivant, qui fait tout, et moi j'avais choisi Iron Man. Ok. Donc ce qui peut être assez étonnant, mais non, parce qu'il y a le côté, grandes ambitions, toujours vouloir être, cette petite arrogance entre guillemets qui est assumée par tous les entrepreneurs, où tu dis j'ai envie d'être le numéro 1. Mm-hmm. Donc 50 projets en même temps. Voilà, c'est ça, 50 projets en même temps, beaucoup d'ambition, vouloir révolutionner le monde, et c'est donc voilà, je vais choisir lui pour être dans la lignée des autres invités. Mais merci d'avoir fait l'effort. Écoute, un grand merci en tout cas. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis au bout de ces 45 et quelques minutes. Merci à toi, Adrien. Merci pour ta bonne humeur et t'être prêté aux questions chiantes. Pas de souci, ça va, c'est pas si chiante que ça. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va, ouais. Bon, encore merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao, Adrien. Merci à toi. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine.